Bonjour. Donc nous allons poursuivre notre exploration de la notion de série, non pas des séries, j'insiste bien sur cette idée, je reviendrai là-dessus, c'est pas tant les histoires qui nous sont racontées, même si elles ont leur importance, que la structure, on pourrait appeler ça une forme de génétique, comme on parle de génétique littéraire, de génétique de vidéographique de la série, de comprendre le système d'apparition que ça produit, le système de distribution que ça produit et surtout la forme que ça produit. Parce que c'est une des formes actuelles, je ne veux pas dire contemporaine, une des formes actuelles qui nous permettent de comprendre, ce qu'on verra, qu'on a commencé déjà à voir, un type de rapport au monde particulier. Je vous rappelle que nous en étions restés avec cette idée que la série est une discontinuité. Donc cette discontinuité, à un moment donné, il faudra peut-être la penser dans ce qui l'homogénéise, peut-être d'une totalité ou d'une généralité, ce qu'on n'a pas abordé encore. Et puis surtout par la notion d'événement, sur lequel on va revenir un peu plus en détail, plus en détail aujourd'hui, parce qu'elle me semble extrêmement importante. Je pense que la série nous place dans une situation et dans une manière d'être au temps, qui soit historique ou j'allais dire événementielle, mais qui nous place dans une espèce de rapport au temps particulier, dans le fait qu'elle est sans arrêt la perpétuation de ce que j'avais appelé la dernière fois, si mes souvenirs sont bons, il arrive un quelque chose, qui était notre définition minimale de l'événement. Il arrive un quelque chose. Ou quelque chose arrive qui ? Et on a vu que ça engendrait une réflexion sur la notion de reprise et de répétition au sein de la série, en faisant alterner deux grandes catégories philosophiques auxquelles on n'a pas encore véritablement donné de contenu, le même et l'autre. Mais peut-être que l'absence de contenu est intéressante. Donc premier point, ceci pour récapituler. Mais je voudrais, avant de commencer véritablement sur le motif de cette séance, faire une espèce de digression, vous avez vu que j'y suis habitué, par une lecture d'un philosophe français qui est un peu oublié, me semble-t-il, et que nous aurons l'occasion de retrouver d'ailleurs dans cette séance, mais dans d'autres. Il s'agit de Brice Parrain, qui est un philosophe français décédé dans les années 70-71, si mes souvenirs sont bons. Et on trouve dans son œuvre quelque chose qui va nous intéresser plus particulièrement, un bloc de textes, pourrait-on dire, un ensemble de textes, une espèce de trilogie, plus exactement, de textes consacrés au langage. L'un, je vous les cite comme ça, l'un qui s'appelle l'essai sur le logos platonicien, l'autre recherche sur la nature et les fonctions du langage, et le troisième et dernier texte qui fut important à son époque, qui s'appelle sur la dialectique. Alors, je vais vous raconter une anecdote. J'ai découvert ce philosophe un peu par hasard, il y a maintenant, je ne veux pas dire le nombre d'années, parce que ce serait me vieillir un peu plus que mon apparence ne le dit. J'ai découvert ce philosophe dans une scène d'un film de Godard, de Jean-Luc Godard, de 62, qui s'appelle « Vivre sa vie ». À un moment donné, Anna Karina, qui interprète le rôle d'un personnage qui s'appelle Nana, donc c'est pas innocent parce que Nana nous renvoie à l'imaginaire littéraire, rencontre dans un bistrot parisien un vieil homme, un homme assez âgé, assez marqué par le temps, et qu'elle ne connaît pas. Ils entretiennent une discussion sur la mort de Porthos. Alors Porthos, le personnage des Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, et donc ça leur permet de parler de la destinée, de la décision que Porthos, parce qu'on oublie toujours un peu dans notre imaginaire, qui a été justement repris par le cinéma américain, que les personnages des Trois Mousquetaires meurent de mort particulière, et Porthos meurt au cours d'une poursuite et il décide de s'arrêter, et au moment où il décide de s'arrêter, il est écrasé par un rocher. Et ce qui est intéressant, la discussion entre Parrain et Nana, enfin Anna Karina, porte sur ce moment-là, cette prise de décision et et ce qu'elle entraîne. Et elle porte aussi cette discussion sur le fait que la seule chose qui puisse rendre compte de cette décision après la mort de Porthos, c'est le langage. Et plus particulièrement le langage littéraire. Donc voilà comment j'ai découvert un peu Brice Parrain. C'est un philosophe assez intéressant. Je vous avais parlé précédemment, si mes souvenirs sont bons, d'un texte de Merleau-Ponty dans le recueil Seuil sur le fait divers,
Brice Parrain était un grand défendeur du fait divers. Ça me fait sourire parce que cette revue, maintenant, a pris une connotation, comment dire, on va pas dire people, mais très grand public, au sens où grand public, parfois, dans les milieux universitaires ou intellectuels, a une connotation très péjorative. Et il a défendu la revue qui s'appelle Nouveau Détective, ou Le Nouveau Détective, je ne sais plus exactement le titre précis de cette revue, que on connaît tous parce qu'en allant au bureau de tabac, on voit les panneaux, etc. Mais dans les années 1930 et 1960, au moment où elle était dirigée par ses fondateurs, c'est-à-dire les frères Kessel, Joseph Kessel, l'écrivain, et Georges Kessel, c'était l'occasion de faire traiter les faits divers par des grandes plumes. Et donc Brice Parrain a défendu cette espèce d'ordinaire, de surgissement de l'événement ordinaire, c'est là où ça nous concerne un peu, et de sa ressaisie par la littérature. On le sait, hein, intellectuellement on le sait, ou dans l'histoire de la littérature, on a des exemples de ça. Madame Bovary de Flaubert pourrait être considérée juste comme un fait divers. L'idiot de Dostoïevski ou Crime et Châtiment peuvent être considérés comme des extractions d'un fait divers, ce qui avait commencé un peu auparavant dans la littérature, avec quelqu'un sur lequel on reviendra, qui est peut-être Edgar Allan Poe, et puis même antérieurement. Bon, bref, je vais vous lire ce texte parce qu'il me semble important. Il est au début. Alors, il est un peu long, il fait 2 pages, mais je vais quand même vous le lire en entier. C'est l'ouverture du texte qui s'appelle « Recherche sur la nature et les fonctions du langage ». Alors, une locution russe se moque des gens qui s'embrouillent dans leur danse dès qu'ils ne sentent plus derrière eux le poil d'où ils ont appris à partir. Notre intelligence est-elle donc si assurée pour être si sévère? Elle aussi, pourtant, a besoin d'un commencement. Qu'une question lui soit posée, elle surgit, certes aussitôt pour y répondre. Mais qu'il ne se produise autour d'elle rien qui l'étonne, que nul être vivant ne soit là pour nous adresser la parole, ou que nos passions sommeillent, nous ne saurions plus dire alors si notre pensée se cache, si elle s'est retirée dans la contemplation d'un autre monde, ou si elle a elle-même jamais manifesté son existence. Il nous semble au contraire que déjà le calme de l'éternité se soit établi sur nous et que nous soyons, par nature, étrangers au jeu habituel des questions et des réponses. Le paysan qui rentre au village après avoir labouré son champ sur le coteau au début de l'automne, qui est aussi l'approche de l'hiver, est surpris que les voix sonnent si nettes entre les maisons. Ses yeux n'ont plus le regard pour tout ce qui n'est pas la brume de la vallée ou les feuillages roussis par les premiers froids. Ses oreilles sont meurtries par ce qui succède maintenant aux cris lointains des autres laboureurs et aux pas sourds de ses chevaux dans la terre. Il est lourd. Sa démarche est lourde. Il n'a pas prononcé un mot depuis des heures, car ce ne sont pas des mots qu'il adressait à ses bêtes, mais des caresses ou des coups de sa voix. Il sort du silence, aux 1000 sons, où tout est à sa place, et le voilà qui arrive dans une contrée nouvelle où des êtres semblables à lui se tiennent sur le seuil de leur porte et parlent. Nous avons connu cette stupeur au retour de la guerre. Une longue pratique de la méfiance à l'égard des discours et des livres nous avait finalement réduits aux émotions élémentaires. Nous n'étions sûrs de ne pas rêver qu'au moment sans images ni paroles, où nous n'étions plus rien d'autre qu'une joie totale, comme si nous venions de naître ou qu'une tristesse naturelle, comme si nous étions en train de mourir. Tout ce qui n'était pas naissance ou mort nous paraissait mêlé de mensonges et de tricheries. Car survivant de tant de morts, la mort était à nos yeux le vrai prix de la guerre. Et nous qui n'étions pas morts, nous ne l'avions pas payé. Peut-être aurions-nous dû distinguer derrière ces états de recueillement une inquiétude subtile et nous dire qu'elle s'était seulement effacée pour s'épanouir bientôt en de nouvelles entreprises, de sorte que ces instants ne seraient jamais que des limites. Nous ne le pouvions pas, si près encore des ruptures et des renaissances. Ce que nous savons le moins, c'est notre commencement. La dernière chose qu'on trouve en faisant un ouvrage, disait Pascal, est de savoir celle qu'il faut mettre la première. Il en est de même dans la vie, mais il est trop tard lorsqu'on s'en aperçoit.
Cependant, il faut bien que quelque chose relie la fin au commencement, ce qui vient après à ce qui s'est produit avant, puisque nous n'acceptons pas d'être une suite de hasards. C'est la raison pour laquelle, la phrase pour laquelle je vous lis ce texte. Nous n'ouvrons plus, comme les chroniqueurs anciens, le récit de nos événements par la création du monde. La chaîne de nos aïeux n'est attachée nulle part dans le temps. Nous ne nous connaissons que des pères qui soient en même temps des fils. L'histoire n'est achevée ni par un bout ni par l'autre. Ce n'est pas elle, donc, qui nous tirera de notre incertitude. Elle nous laisse sans origine. Elle ne nous raconte ni la naissance du premier homme, ni celle du premier raisonnement. À chaque effort que nous faisons pour sortir de notre quête gémissante, elle nous y rejette. Mais peut-être n'a-t-elle pas d'autre objet, et sans elle risquerions-nous de tomber irrémédiablement dans la présomption. Je m'arrête, ce texte mériterait d'être lu cette introduction mériterait d'être lue en entier, mais il me semble qu'elle pose véritablement la question de différentes choses, même si on ne va pas les traiter aujourd'hui, notamment notre désarroi. Nous sortons d'un brouillard, ou peut-être nous sortons d'un brouillard pour rentrer dans un autre, et que la question de savoir quelle chose mettre avant, ce qui est primordial, ce qui doit être premier. J'ai même envie de dire, en jouant sur un concept un peu culturel maintenant, ce qui est primitif, sans notion péjorative, mais comme le mot est retenu aujourd'hui, on ne parle plus d'art primitif, on parle d'art premier, peut-être faut-il réactiver la virulence qu'il y a dans ce mot, sans jugement de valeur sur les autres cultures, etc. Mais peut-être que notre question est de savoir ce qui est premier et ce qui est primitif, c'est la question d'urgence pour certains climatiques, mais c'est derrière cette urgence climatique ou écologique, c'est l'urgence de notre présence au monde, et savoir ce qui est premier et ce qui est dernier. Ce qui nous l'a dit pendant très longtemps, c'est ce sur quoi j'avais ouvert le cours, c'est pour ça que ce texte me paraît important, c'est les grands récits, et que ces grands récits ont disparu. Alors peut-être pouvait-on porter des jugements de valeur sur ces grands récits parce qu'ils étaient d'une certaine manière des formes de propagande, et que nous avons inventé d'autres formes des formes de micro-récits, pour reprendre l'expression de Lyotard, qui viennent suppléer à l'axiologie, c'est-à-dire la manière de donner du sens et des valeurs aux choses que tenaient ces grands discours. Mais ce qui est fondamental, et c'est ce que dit aussi Brice Parrain, c'est que notre problème, même si le mot est peu employé dans le texte, notre problème, c'est celui que soulevait Walter Benjamin, c'est celui d'une perte de l'expérience. Et que notre rapport au monde est dans une perte d'expérience. Nous avions déjà vu ça l'an dernier par rapport aux désabusés, aux désœuvrés, comme des figures emblématiques de certains cinémas, mais qui racontaient quelque chose de notre rapport au monde. Je pense que, sans rentrer dans le contenu des séries, c'est ce que nous faisons, elles reconduisent des formes d'expérience. Et c'est ce que dit Benjamin dans le narrateur. Ce qui est intéressant, c'est que le conte, enfin pas le conte, le récit, en tant qu'il est saisi par la médiatisation, c'est ce que dit Benjamin, perd sa valeur d'expérience, pour ne plus conserver que sa valeur d'information. Alors, j'ai voulu lire ce texte et puis faire ce petit excursus, parce que j'ai eu quelques remarques sur le contenu de mes cours, justement de l'absence de narration ou de résumé de séries dont je parlais, alors que ce n'est pas l'essentiel. Finalement, ce que raconte une série n'est plus l'essentiel. C'est ce que elle nous met en disposition de pouvoir saisir de la narration, comme la narration étant toujours, nous partons depuis 2 ans sur ce présupposé, un système d'appréhension du monde. Nous ne racontons pas le monde unique, même le divertissement qu'il peut y avoir dans le fait de raconter une histoire est un divertissement qui a une fonction, pourrait-on dire. Alors peut-être c'est cette fonction, celle que raconte en reprenant un texte le commencement d'un texte de Jean-Luc Nancy qui s'appelle La communauté des œuvrés et qui fait référence à une relation entre guillemets intellectuelle critique sur la notion de communauté avec Maurice Blanchot. Il commence son texte le soir au coin du feu. Nous sommes assis tout autour du feu ou au coin de la cheminée, nous serions assis, etc. Et il se raconte quelque chose. Peut-être sommes-nous actuellement, ça fait un peu tragique, il n'y a rien de tragique dans tout ça. Peut-être sommes-nous actuellement dans cette recherche d'un coin du feu,
sauf qu'il n'y a plus de bois pour faire du feu, pourrait-on dire. Je ne veux pas rejouer Jacques Chirac en vous disant la forêt brûle, ou la maison brûle, je ne sais plus quelle est l'expression qu'il avait employée, à propos de sa lecture politique et idéologique au mauvais sens du terme, du problème de l'écologie. Donc je voulais commencer par ce texte, et plus particulièrement sur la fin du texte, que je vous rappelle, nous n'ouvrons plus, comme les chroniqueurs anciens, le récit de nos événements par la création du monde. L'histoire n'est achevée ni par un bout, ni par l'autre. Ce n'est pas elle, donc, qui nous tirera de notre incertitude, elle nous laisse sans origine. C'est effectivement ce que fait la série, de ne jamais commencer, pourrait-on dire, ou de ne jamais finir. Horizon indéfini, avions-nous dit, sur la suite, enfin, suite n'est pas le bon mot, mais sur l'itération des épisodes. Oui, il n'y a pas de commencement, cela surgit du brouillard, et cela retourne au brouillard. D'où les déceptions des aficionados des séries, qui voudraient bien qu'il y ait ce qu'on appelle en canadien des préquels, c'est-à-dire des épisodes antérieurs qui expliqueraient ce qui se passe, puisque les personnages surgissent non pas du néant, mais du brouillard, et qu'ils y retournent. En ce sens, les séries sont très becquetiennes. Hein. Les personnages surgissent, ils font quelque chose, et ils disparaissent. Alors on va me dire, non, dans tel épisode, on le revoit, etc. Mais là, on retomberait dans le contenu des séries. En tant que tel, chaque épisode du série nous met face à l'apparition d'un personnage, d'un actant, pourrait-on dire, si on veut reprendre le vocabulaire du théâtre, et peut-être renvoyer Aristote là-dessus. Il se déroule des péripéties, et il y a retour à une forme d'ombre, ou de pénombre, ou de brouillard, pour reprendre la métaphore de Brice Parrain. Donc nous avons constaté, nous avons constaté différents horizons pour la série, dont celui d'indétermination ou d'indéfinition. On reviendra sur ces termes. Donc notre séance aujourd'hui, elle va être partiellement consacrée à quelques aspects que nous avions déjà signalés. Alors je l'ai intitulé, de manière un peu humoristique, la théorie des deux jumeaux qui ne se ressemblaient pas. Donc, comme tout le monde maintenant a de la culture un peu génétique, etc., oui, il existe des jumeaux qui ne se ressemblent pas, etc. Peu importe. L'idée, c'est, encore une fois, de traiter via ce titre, l'idée de l'identité et de l'altérité. Ou plutôt qu'identité, je vais reprendre un mot que Ricoeur a créé pour parler d'un problème d'identité narrative, la mêmeté, dit-il. Donc il utilise l'adjectif même et il en fait un nom, la mêmeté, et puis peut-être cette question d'altérité. Et elle nous concerne, hein, on le voit bien, en retissant le lien avec le texte de Brice Parrain, nous sommes non pas dans un monde qui nous est étranger, mais nous sommes dans un monde qui nous est autre. L'étrangeté, on peut l'apprivoiser, si je puis dire, on peut s'en approcher. Là, on est, et c'est une des questions qu'on va se poser, dans une radicale altérité à l'égard du monde. On peut reprendre des vieilles catégories, on pourrait dire scolaires de la philosophie, nature, culture. Oui, on a produit une culture qui est extra-naturelle, voire même hors de la nature. On n'est plus un empire dans un empire, pour reprendre des métaphores à la Spinoza, mais on est plutôt dans un empire à côté d'un autre empire, et que se jouent des problèmes justement de définition de frontières par rapport à cette altérité. La thèse principale, celle que je défends, et que je viens un peu dénoncer en disant l'étrangeté, on peut l'apprivoiser, c'est-à-dire qu'on peut avoir une certaine connaissance de l'étrangeté, c'est qu'il va falloir construire cette fois-ci une connaissance de l'altérité. Et que notre problème fondamental, c'est que l'altérité, on ne la connaît que par rapport à notre identité ou à notre mêmeté, comme pour reprendre l'expression de Ricoeur. Et donc, qu'on a décidé de distribuer des modes d'altérité. Alors, le jumeau en est un. Et le jumeau me pose problème, même si c'est un trijumeau, si je puis dire, ou un quadrijumeau, ou des quintuplés jumeaux. Pour moi, le problème en est un, concerne notre question, parce que le jumeau dit l'autre du même. Et en même temps, c'est ce qu'on va voir, hein, je vous donne les thèses un peu en amont, c'est ce qu'on va essayer de voir, la dualité ou la ternité, enfin le fait d'être l'autre du même,
pose un problème, c'est que ça bloque la prolifération. Voilà. L'idée d'avoir un jumeau, c'est l'idée d'avoir un autre absolu, que cet autre absolu soit la copie de moi-même, ou qu'il soit le double, etc. Alors, vous voyez, hein, formulé tel quel, on retrouve plein de questions que l'histoire de la littérature, ou que les formes même mythiques avant la littérature, les récits mythiques, les récits épiques ont posé. Ces questions-là, on les retrouve par exemple chez Georges Dumézil quand il les pose sur la formation de la constitution de la société indo-européenne en parlant du rôle des jumeaux. Jumeaux de même sexe, jumeaux de sexe différent, etc. La gémelléité semble être, à un moment donné de son analyse chez Dumézil, semble être quelque chose d'important pour que se constitue et se fonde la structuration symbolique des sociétés indo-européennes. Et que, il le dit lui-même, je n'ai pas retrouvé le texte précisément, puisque je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai un problème d'ordinateur, il se trouve que la gémelléité, elle est là pour faire des points de fixation. Donc arrêter la prolifération des individus ou des sujets, etc. À chaque fois, il faut créer un cadre structurel qui bloque la prolifération. Alors ça m'intéresse. On a vu que la série était une énumération, d'une certaine manière, proliférante, puisqu'elle va dans l'indéfini, elle ne se nourrit pas d'une fin, etc. Et que, on le constate, je ne vais pas citer d'épisodes, je ne vais pas citer d'épisodes précis, mais il n'y a pas une série, quelle qu'elle soit policière, fantastique, sociale, etc., qui à un moment donné ne nous parle de ce qu'on va appeler la thématique du double, au sens large du terme. Sosie, alias, autre moi-même aussi, qui est une forme de cette dualité ou de cette doublure, si je puis dire, de cette doublure du moi, etc. Donc, cette thématisation, elle n'est pas anodine, me semble-t-il. Alors, les thèmes, là aussi, il faut préciser ce que j'appelle thème pour la série, ou pour les formes narratives de la série, ou les formes récitatives de la série. Il faut préciser un petit peu ce que c'est. La thématisation des séries n'est pas anodine. Moi, je la renvoie à deux choses. Il faut la renvoyer, plutôt que il faut la renvoyer à deux choses. Le thème, dans la série, cela fonctionne souvent au sens musical du terme. Je crois que c'est déjà quelque chose qu'on avait un peu abordé. Donc ça va réétoffer cette idée-là. Ça fonctionne comme un motif, si vous voulez. Le thème d'un morceau de musique qui est ressaisi dans une composition, etc. Donc la reprise d'une forme de même légèrement altérée. Le mot altéré nous intéressera parce que lui, il renvoie véritablement à la notion d'autre. Le thème vient de manière obsédante, préoccuper la variation musicale, la reprise du même, parfois totalement à l'identique, parfois altérée, donc comme je disais, au sens musical du terme. Donc cela pose la question, cette question du thème repris, pour le musicien, et pour nous qui l'écoutons, celle de l'interprétation d'une variable afin de rendre compte de la variété, ce qui est une manière d'approcher le monde. Comment interpréter une variable pour rendre compte de la variété. Alors vous me direz, c'est les mêmes mots, ça se joue à peu de choses près. Cela, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, deux pôles, là, que produisent les thématisations, interprétation et variation. Classiquement, dans les analyses musicales, c'est des choses qui relèvent de ce qu'on pourrait appeler une théorie des modalités. Donc, d'une manière d'être et d'une manière de présenter les choses. Alors, modalité, au sens musical, je vous donne la définition que j'en ai écrite. Un musicien sera peut-être pas d'accord, mais j'ai été chercher dans les quelques dictionnaires musicaux que j'avais. Le mode d'une gamme est la manière de faire changer l'ordre de succession des notes. Chaque note d'une gamme peut à un moment donné devenir l'unité génératrice de la gamme, ce qu'on appelle la tonalité. La gamme de Do majeur, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Donc on a cette gamme. Si je décide de faire démarrer, pourrait-on dire, la gamme de Do majeur à La, j'aurai
j'arrive pas à le dire, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la. Donc on pourrait dire que c'est juste une génétique ou une manière de changer l'ordre des choses. C'est pas exactement ça, parce qu'en musique, vous le savez, il y a un rapport entre les notes qui est soit de l'ordre de l'unité, soit sur l'ordre du demi-ton, etc. En changeant l'ordre de la structure, je change l'ordre de perception de cette structure. Pour ceux qui sont musiciens, ils font ça, ils prendront une gamme, etc. Et on verra qu'on n'a pas du tout la même sensation sonore, la même sonorité de ce qui se passe. Alors c'est quand même intéressant, hein. Je raccorde tout de suite un peu à ce qu'on a vu sur la série. Je vous ai dit que la série n'avait pas d'ordre, qu'on était justement à la différence du feuilleton, et que peut-être le commencement, si on peut, pour parler comme ça et pour reprendre les mots de Brice Parrain, où le premier épisode peut se déplacer, et selon qu'on regarde un épisode comme le premier épisode, si l'on suit l'ordre structurel, l'interprétation va changer. Ce que font d'ailleurs les fans de séries. Ils passent leur temps à regarder dans des ordres différents, donc à changer de modalité, si je puis dire, et en changeant de modalité, ils vont produire des interprétations qui est de l'ordre, tel personnage voulait ceci à tel moment, etc. C'est lui qui devient le véritable héros, etc. Nanana, toutes les discussions très stoïciennes et très philosophiques que vous pouvez retrouver sur les sites, sur Internet, etc. Je les prends pas à la légère, hein. Elles sont véritablement, c'est vraiment des discussions d'espèces de dialecticiens, de théologiens de la série. Et en fonction, par exemple, de l'ordre de la série ou de l'ordre dans lequel on regarde la série, etc. Ce qui est intéressant sur notre rapport au temps. On est en attente d'un temps d'avant et on est en attente d'un temps d'après. Donc le temps de la série, c'est un présent continué. J'ai envie de dire, comme en anglais, il existe un présent continué, is changing or is moving, cette chose en train de se faire. Donc la série nous place dans un temps, et ce temps, au participe présent, si je puis dire, en anglais, il est intéressant parce qu'elle nous place en suspension du présent. Donc la série nous met en attente du présent. C'est une attitude qu'on a dans la vie sociale aussi, hein, ou dans la vie naturelle, dans notre rapport à la société et au monde naturel. On est en suspension. Je déroule un peu des choses qu'on va pas forcément voir aujourd'hui, hein. Ça a quelque chose à voir avec l'attention qu'on peut porter aux choses, à l'attention qu'on peut porter aux événements qui vont surgir, etc. Bon. Donc, voilà, on a ce processus de mode dans la gamme. Un mode est obtenu en commençant la gamme par une autre note que sa tonique. Donc on passe de Do à La, ou prenez ce que vous voulez. Dans mon exemple, c'était le La, ou si mes souvenirs sont bons. En changeant la tonique, donc la note génératrice de la gamme, on change de fait la structure de la gamme, on altère son mode d'être, sans changer l'être même. Donc on altère son mode d'être sans changer l'être, et on altère sa structure sans altérer son fonctionnement, ou sans altérer son système, si on veut. Alors c'est pas innocent, c'est pas inintéressant et c'est pas innocent parce que ça pose, je le redis, des problèmes d'interprétation, des problèmes d'esthétique du monde, pourrait-on dire aussi, d'esthétique musicale là aussi. Bon, je ne vais pas plus loin parce que je suis pas très malgré mon intérêt pour la musique, ma compétence s'arrête là. Et la question se compliquerait notamment avec les modes altérés, mineurs, majeurs, etc. Et poserait des problèmes qui vont nous intéresser malgré tout de composition. Donc, grosso modo, le changement de structure de la gamme, enfin le changement d'ordre de l'énumération de la gamme va changer sa sonorité. On pourrait dire que le mode d'une gamme est une dérivée de la gamme première. Une inclination. Le fait qu'un événement, alors là pourrait-on dire, en employant le mot événement, je fais le raccord avec la série, qu'un événement prenne une tension ou une direction légèrement déviante. Parce que la série ne nous parle aussi que ça. Là, si on regarde objectivement les contenus de série, elle ne nous parle que des déviances. Par contre, le mot mode m'intéresse aussi, parce qu'en logique, il renvoie à la qualification d'une proposition dans son rapport à la vérité, et donc, indirectement, dans son rapport au réel.
Comme dit notre ami Brice Parrain, que je vous recite, toujours dans le même ouvrage d'ailleurs, plus loin, le langage est par sa nature une abstraction, en ce sens qu'il ne manifeste pas la réalité, mais qu'il la signifie dans la vérité. Soit, donc, ce que l'on appelle généralement une proposition. Je reprends, tiens, prenons l'exemple que prend Brice Parrain du paysan, qu'il poursuit d'ailleurs à plusieurs reprises dans son livre. Tiens, il pleut, dit le paysan. Donc, cette proposition peut se penser, c'est pas ce que dit Brice Parrain, ça c'est moi qui m'en sers, cette proposition peut se penser selon différentes modalités, ou selon différents modes. Elle peut être, cela, on va le dire de manière réductrice, mais cela nous suffira, sera suffisamment nécessaire. Elle pourra être dite donc nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être vrai. Puisqu'on est dans la logique, on n'est pas dans le rapport à la réalité, même si derrière la vérité se terre la réalité. Donc, elle peut être nécessaire, ce qui ne peut pas ne pas être vrai. Elle peut être contingente, la proposition, ce qui peut être faux. Donc, il peut pleuvoir au sens d'abord du nécessaire, il est nécessaire qu'il pleuve. Ce qui peut être faux, il se peut qu'il pleuve. Elle peut être possible, ce qui peut être vrai, et elle peut être impossible. Et vous déclinez ça avec la proposition sur la pluie, si je puis dire, sur le « il pleut », et vous avez les 4 grandes modalités de la logique dans son rapport à la vérité. Qui, indirectement, même si la logique ne s'occupe pas du rapport à la réalité, sont 4 manières, mine de rien, d'être en rapport avec le fond de la vérité, ce qui se terre derrière la vérité, c'est-à-dire la réalité. Être dans un rapport de nécessité, être dans un rapport de contingence, être dans un rapport de possibilité ou d'impossibilité à l'égard du monde. Ça nous renvoie bien donc à une expérience de la réalité. C'était la conception d'ailleurs, ce que ne précise pas Parrain ou ce qu'on oublie parfois dans la logique, ce qui était la conception des Grecs. Les noms et les mots, plutôt les mots, disent une réalité sensible. Onoma, pragma, pour faire bête en citant onoma, le mot grec pour dire mot, et pragma pour dire le rapport aux choses. Donc oui, il y a un rapport d'abstraction, oui, mais il y a un rapport d'abstraction par rapport à une réalité sensible qui certes n'est plus perçue, qui est peut-être conçue, pensée, extraite, etc., mais qui se doit d'être là d'une certaine manière. Ou qui se terre, plutôt que devoir en renvoyant, qui se terre là. C'est une chose importante, notamment aussi pour les séries. Ça nous permettra de penser que le sens de la série n'est pas dans la série. Ce qui était effectivement le cas, parce que toute série, en tant qu'elle rend possible ou elle discute de l'événementialité, de ce qu'on va appeler l'événementialité de l'événement dans la série, va présupposer qu'il y a un sens à ces événements. Bêtement, c'est visible dans les enquêtes policières. Un peu moins bêtement, enfin un peu moins naïvement, un peu moins simplement plutôt que bêtement, parce que ça pourrait paraître un jugement de valeur, un peu moins simplement, vous regardez X-Files, la vérité est ailleurs. Bon, oublions le ailleurs comme espace, mais ça nous dit simplement que la vérité n'est pas dans ce qui nous est montré, qu'il faut supposer que le sens antécède ou précède, plus exactement, la série elle-même, ou ce qui va nous être montré. Et donc qu'il y a un ordre du monde qu'il y a à découvrir, et que peut-être la série, c'est l'expression de cet ordre du monde. C'est pareil pour d'autres séries, excusez mon accent anglais, Friends, ou Alias, des séries un peu d'espionnage, ou même, pour reprendre l'exemple qu'on avait pris des Envahisseurs, dont j'avais montré le générique, on présuppose que un sens se terre quelque part et qu'il va falloir lui donner forme. Et qu'on va lui donner forme par rapport à ses manifestations, et ces manifestations de la vérité, ce serait ce qui fait événement dans la série. Donc non pas simplement le déroulé d'une histoire, mais le comment arrive à se manifester ou à se rendre sensible une certaine vérité du monde. On en revient, j'ouvre une petite parenthèse, on en revient à ce que j'appelle le caractère
idéologique de l'esthétique, ou ce qu'il faut appeler, ce qu'il faut véritablement le caractère idéologique de l'esthétique, comme mise en forme du monde, comme mise en forme du sens, et pas comme nécessairement, même si de plus en plus on prend le mot idéologique, non pas comme un mot propagandaire ou totalitaire, mais comme cette question du idéos et logos. Comment l'idée se met en forme dans un discours ou dans une forme d'expression, plutôt que discours pour... voilà. Comment se recueille du sens? Voilà ce que c'est qu'une, grosso modo, comment se recueille du sens dans des formes... Alors moi, les formes qui m'intéressent sont plus des formes esthétiques ou artistiques ou plastiques, etc. Mais comment se recueille du sens? C'est une vraie question. Hein. C'est pas, on ne l'a pas réglée ni dans l'histoire de l'art, et l'histoire de l'art d'ailleurs ne veut pas la régler cette question, parce que sinon elle perdrait le bénéfice de son passé, de sa généalogie et de sa valeur. La philosophie a du mal à l'aborder parce qu'on travaille avec du concept, et en travaillant avec du concept, on travaille avec un niveau de langage. On pourrait dire que la neurologie et les autres disciplines achoppent à rendre compte de cette forme de surgissement du sens, de ce surgissement plutôt d'une forme de sens que j'appelle idéologie. Et que c'est un vrai enjeu aujourd'hui, à la fois politique, à la fois écologique, etc. Donc, on voit bien, je reviens à mes modalités logiques très rapidement. Nécessité, contingence possible, impossible, etc. Ça détermine, on pourrait faire un diagramme, chacun peut s'amuser à le faire, et regarder les séries en les rangeant ou les événements d'une série, ou ce qui se passe dans une série, en les rangeant dans ces catégories-là. Bon. Là aussi, on pourrait dire d'ailleurs, même pour tiens, il pleut, ça dépend d'où on commence et comment on structure le récit d'événements qui fait la série de propositions ou la série télévisuelle. Donc, la question, c'est que le même engendre de la différence, de la divergence, de l'altérité, ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est une des caractéristiques de la série que du même s'engendre de la différence, de l'altérité, etc. Il faudra on aura un moment à passer dans les dernières séances sur ces termes-là de différence, divergence, altérité, ça va revenir régulièrement. J'en rajoute un tout de suite. La distinction. Le propre de la série, c'est de distinguer. Produire des événements suffisamment singuliers pour qu'ils se distinguent des autres. Même si c'est un événement banal. Je reprends l'exemple de la série Friends, c'est toujours des petits riens de l'existence, enfin pas tout... ça correspondrait, pourrait-on dire, Friends, à cette expression française qui consiste à dire « monter en épingle ». Qu'un événement... si je dis ridicule, on va encore croire que c'est un jugement de valeur, mais qu'un petit événement prenne des proportions, ça. C'est pas l'effet papillon, hein, parce que l'effet papillon, c'est autre chose. Mais voilà, c'est l'ordinaire qui devient, non pas extraordinaire, mais qui devient ordre. Nous aurons à faire cette distinction-là. Bon. Revenons quand même un peu à notre idée de série. Chacun peut constater que la série s'enracine dans des reprises thématiques. Une de ces reprises thématiques, c'est le double. Donc il était nécessaire que je vous fasse ce cursus, cet excursus pour comprendre cette notion de thème. Toute série, comme je disais tout à l'heure, a au minimum, au moins, un épisode, on dirait une expression mathématique, je suis en train de faire de la géométrie, ou Euclide. Dans toute série, il y a au moins, comme avec un point on peut faire passer une parallèle, il y a au moins un épisode consacré à ce que j'ai appelé le thème générique du double, à la ressemblance, à la dissemblance, à la figuration de la différence, etc., etc. Alors, c'est soit le double, le sosie, le jumeau, l'alter ego, l'alias, le reflet dans le miroir, etc. Et donc, on peut générer à partir des styles de séries, qu'elles soient fantastiques ou autres, des choses. Alors, comme je disais, il ne s'agit pas pour nous d'étudier la valeur symbolique, anthropologique, mythologique de cette question du double. Je vous renvoie encore une fois au travail de Dumézil et dans l'histoire de la littérature fantastique, par exemple, avec la notion du doppelganger. C'est quelque chose qui a été extrêmement important. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt deux ordres d'idées.
la place que cette situation du double occupe dans notre problème de la sériation. De l'ordre de la... Parce que sériation étant la manière dont s'ordonne chaque épisode, et puis ensuite, la manière dont il s'engendre. Donc, sériation étant entendue comme énumération, ordre d'apparition, et puis mode d'engendrement. Donc, premier axe qu'on aura à traiter. Deuxième axe, la place que cela occupe sur la question de la subjectivité. Alors là, on renvoie carrément à la figure de la gémellité, du double, etc., ou de la question « qui suis-je » et quel est cet autre qui se dit, ou qui se prétend, ou qui se montre ce que je suis, ou qui me montre, d'une certaine manière, prolongeons un peu l'idée d'entrée de jeu, qui me montre qui je suis. Alors, c'est la figure du double qu'on peut retrouver dans une nouvelle de Borges qui s'appelle « L'autre ». C'est la première nouvelle, je crois, qui ouvre non pas je crois, c'est la première nouvelle qui ouvre le livre des sables. Et qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle pose cette question du double, du sosie, de la copie, mais au lieu de l'intégrer, parce qu'on le voit bien, hein, d'après ce que je dis, d'après ce que je vous raconte, la question du double est qu'une question de spatialité, que le même soit une autre place que moi. C'est bien ça qui fait la définition minimale du double, du sosie, du jumeau, etc. Le même occupe un autre espace que moi. Ce qui philosophiquement pose un problème. Qu'est-ce que c'est qu'un sujet? Est-ce que le même sujet peut occuper la même place? Et qui pose un problème sur l'identité de la conscience, etc. Donc, il y a ce problème-là qui se pose, que j'appelle la place que cela occupe sur la question de la subjectivité. Et puis, dernier point, la place, cette question du double et du sosie, etc., la place que cela occupe, puisque j'ai parlé d'énumération, cette fois-ci, je vais parler de prolifération. Dans une des séances précédentes, je vous ai parlé de la crainte, et puis même l'an dernier, j'ai évoqué, et cette fois-ci, dans une prochaine séance, on s'y attardera un peu plus longtemps, de la peur de la prolifération. En tout cas, en philosophie, on a peur de la prolifération. Je pense que partout ailleurs, c'est devenu le problème philosophique est devenu un problème de réalité. La prolifération pouvant prendre des configurations différentes, la fuite, l'excès, etc., le trop, etc., qui produit des fuites, etc. Cette question de la prolifération. Et je pense, je vous l'ai dit un peu tout à l'heure, une des thèses que je soutiens, c'est que si ces thèmes de la gémelléité, du double, etc., interviennent, c'est pour bloquer à un moment donné l'espace de la prolifération. Et que chaque sujet, chaque individu, trouve son identité et donc trouve sa place comme des particularités associées. Question politique aussi. Hein. La série nous dit ça. La série avec les personnages de jumeaux, puisque je disais, vous pouvez prendre toutes les séries que vous voulez, vous aurez toujours un épisode, etc., corollaire à cette proposition, dans toute série, à partir du moment où il y a un jumeau, il y en a un qui est éliminé. Alors, éliminé, ça ne veut pas dire mis à mort nécessairement. Mais il y en a un autre qui passe au second plan, qui redevient une figure de la normalité, qui retrouve, s'il s'agit d'une histoire criminelle entre deux jumeaux, voilà, je vais quand même vous raconter une petite histoire, s'il s'agit de l'histoire criminelle entre deux jumeaux, il y en a un qui à un moment donné retrouve par l'éloignement, la prison, la disparition, l'élimination physique de l'autre, retrouve sa place identitaire de sujet unique dans le monde. Tiens, je rajoute un truc, peut-être que la série nous raconterait quelque chose sur la singularité des individualités. Non pas simplement unité numérique ou unicité numérique, mais unité singulière de l'existant, qui ne peut se produire que par la disparition de la dualité ou de l'altérité. Ou parfois à la maintenir, on verra ça. Parce qu'il faut la maintenir parfois, la dualité, notamment dans le couple. Là aussi, il n'y a pas un épisode de série qui nous raconte à un moment donné les difficultés de son personnage ou de ses personnages dans leur couple. Que ce soit des couples d'amitié, hein, je ne parle pas de couple au sens forcément institutionnel, de couple amoureux, homme-femme, homme-homme, femme-femme, tout ce que vous voulez, mais de tout ce qui produit un rapport à un
autre. Pas un rapport à l'autre, mais un rapport à un autre. Donc on le voit, cette question du sosie va nous intéresser parce qu'elle pose des questions sur l'identité et la différenciation, l'identité et la similitude, l'identité dans son rapport à l'unique, au même et au similaire. Alors ça nous renvoie à ce qu'on avait appelé dans l'énumération de la série la sériation, le fait de séparer et d'ordonner les choses. Alors, je vais prendre deux exemples de ça, un littéraire et un philosophique. L'exemple littéraire, c'est pas le texte de Borges, c'est un autre texte, c'est un texte d'Edgar Allan Poe. Un très beau texte d'Edgar Allan Poe, je crois que dans un de ses films à sketch, vous savez, à une époque, dans les années 70, il y avait des films à sketch, etc. Ça a été mis en scène, j'ai oublié le titre général du film, mais ça a été ça a été réalisé. Donc cette nouvelle, c'est William Wilson. Je suis pas sûr que ce soit Fellini qui l'ait faite. Je pense que c'est Louis Malle, mais dans cette même série de films à sketch, c'est-à-dire à l'intérieur du film, il y a plusieurs séquences de narratives différentes. C'est Malle qui avait fait William Wilson. Alors William Wilson, il est intéressant. Pour ressaisir ça, j'ai relu un peu des choses de critique littéraire sur Poe et sur ce texte en particulier, William Wilson. Ce qui m'a fait rire, c'est que je ne sais pas si je suis le seul à penser ça de ce texte de Poe. Vous savez que les critiques aiment bien parfois chercher et c'est important, chercher des significations au nom. Et donc William Wilson est souvent traduit comme Will I am, volonté je suis, et Wilson, fils de la volonté. Mais les premiers temps où j'ai lu cette nouvelle, et quand je l'ai relue là, j'ai eu le même sentiment que ce qui était important, c'était les deux initiales. W en anglais. Si je suis bête, comme je le suis, et que je traduis ce que j'entends, c'est double toi. Double toi, WW, ou double tu, si vous, plutôt que double tu. Alors, l'idée de la volonté me paraît intéressante, mais les critiques littéraires qui sont essentiellement des critiques américains, qui utilisent cette idée de la volonté, c'est pour ramener le texte de Poe à une certaine philosophie empiriste, à une philosophie de la volonté, et donc à une philosophie de la conscience. Et donc la lecture qu'il porte après sur le texte, c'est on a une polarité positive, le personnage principal, donc celui qui est le vrai personnage d'une certaine manière, et une polarité négative, le double. Et après, tous ces critiques nous disent, regardez le double de Dostoïevski, tous les doubles dans la littérature fonctionnent dans des pôles positifs, pôles négatifs. Et que dans la nouvelle de Poe, le William Wilson 2, si je puis dire, est plus moral que le William Wilson 1, puisque c'est un excentrique, alcoolique, prétentieux, etc., le William Wilson 1, et que le William Wilson 2 apparaît toujours un peu comme Jiminy Cricket, pour faire une comparaison plus enfantine, comme Jiminy Cricket, pour calmer les ardeurs et les excès de William Wilson 1. Les ardeurs et les excès, c'est les proliférations existentielles du personnage. Je vous disais qu'à un moment donné, la génémédéité pouvait avoir sa fonction dans limiter les perceptions. Donc pôle positif, pôle négatif. On retrouve ça, le double de Dostoïevski, dans la littérature fantastique et dans les séries, c'est souvent attribué au double un rôle négatif. C'est le meurtrier qu'il faut dénoncer. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec elle est valable, hein, elle est valide, cette analyse. Je pense qu'il faut la compléter sur le fait que simplement, voilà, c'est une duplication, pourrait-on dire. Qui est un de nos problèmes contemporains, la duplication. C'est pas le clonage. Quand je dis duplication, j'entends pas le clonage. J'entends
le fait de reconduire une unité par une autre unité. L'industrie capitaliste avait inventé ça, on pourrait appeler ça le Fordisme, le taylorisme, la standardisation. Ça a même donné lieu à une discipline qu'il faudrait traiter comme ça et réfléchir comme ça, et arrêter de prendre le design comme quelque chose de moral. Le design est lié à l'économie, à une forme d'économie, de la standardisation. Je produis du même. Et le vrai problème du design, ce sera de faire que ce même devienne un autre, ou soit perçu comme un autre. Cette critique du design, je dis ça parce que il y a une tendance qui nous vient du monde anglo-saxon et qui est en train de devenir prédominante en France, qui est l'intellectualisation du design. Oula, moi je dis attention, hein, le design thinking, le design, etc., il faut faire très attention à ça. Ne pas oublier qu'avec les ingénieurs, les designers, ont été ceux qui ont armaturé, pourrait-on dire, notre monde jusqu'à présent. Et ils l'ont assez mal armaturé. Enfin, je vis dans ce monde, c'est un jugement de valeur subjectif qui est peut-être discutable avec des designers, mais peut-être que si le design change d'optique, il va devoir changer de nom. Voilà. Parce que historiquement et classiquement, le design prend une configuration. Bon, revenons à notre problème, mais on n'est pas très loin. Là, cette question de duplication, de la sériation de l'un, de la production d'émergence d'identité unitaire, on le retrouve avec William Wilson. J'insiste, WW. Parfois, peut-être trouverai-je, et puis j'espère que quelqu'un pourra me renvoyer à un texte qui analyse le texte de cette manière-là. Ça évite de faire un tableau, pôle positif, pôle négatif, et de poser la question de ce va-et-vient qu'essayait de faire la séquence de film avec l'indétermination de qui est qui. Est-ce qu'on est... Alors, parce qu'on pense, et là on retrouve notre question du temps dans les séries, on pense en termes souvent avant, après, et vous regardez la manière dont les doubles nous sont montrés dans les séries, champ contre champ, une action, l'effet d'une action, avec un cut, etc., pour confondre, etc., mais la vraie question c'est de savoir qui est qui, de l'identité de l'un, et si cette identité de l'un, à la fin, peut se reconduire dans un autre, ou doit absorber l'autre. Résolution des enquêtes policières, etc., etc. Ou voire confusion des corps ou des identités dans certaines séries, etc. Donc, William Wilson, elle est intéressante de ce point. La nouvelle de Poe est intéressante de ce point de vue-là, sur cette idée de. Je vais traduire ça comme ça en termes philosophiques. Plutôt que de croire que la conscience est fondée sur un je, il faut penser qu'elle est fondée sur un tu. Ma propre conscience est fondée sur le fait que, à l'intérieur de moi, je me sens autre. C'est pas une expérience de pensée. Vous allez voir que je vais articuler ça avec l'exemple de John Locke. Je vais le faire tout de suite parce que je vois le temps filer. C'est pas une expérience de pensée, c'est une réalité. John Locke, donc j'embraye, on reviendra sur ces notions-là. John Locke est un philosophe anglais extrêmement important qui a écrit ce qu'on appelle l'essai philosophique concernant l'entendement humain. Chapitre, je vais faire mon professeur, chapitre 27 du livre 2, on a un passage sur la conscience de soi et l'unité du sujet. C'est un texte assez extraordinaire. Que je vous conseille de lire. Il en existe une petite édition là en point seuil de ce chapitre-là uniquement, parce que c'est vraiment un chapitre qui a posé problème et qui pose toujours problème dans l'histoire de la philosophie et dans l'histoire de la subjectivité du sujet, l'histoire des enjeux de la conscience et de la personnalité juridique et donc de la responsabilité. Cette question, on l'a, hein. On l'a inconsciemment, je vous dis, quand on pense qu'on est, que je tue, le rapport je tue qu'on a en nous, de reprise qu'on peut avoir de soi, on l'a de différentes manières. Réfléchissez-y les uns et les autres, ça a déjà fait l'objet d'une série, puisque des corps ou des esprits qui passent d'un corps à un autre, je vous ai cité une série qui s'appelait Code Quantum, elle pose cette question-là.
Est-ce que deux consciences peuvent subsister dans un corps? Ou une conscience dans deux corps? La série, elle, trouve sa réponse. Il semblerait que le corps occupé enfin la conscience du corps occupé va, si je puis dire, dans une antichambre. On pourrait appeler ça les nimbes, le purgatoire, etc. Le temps que se déroule l'action. Et donc, l'un chasse l'un. Locke dit, oula, regardez bien, vous avez tous été enfants. Est-ce que du fait d'avoir été enfant, vous pouvez considérer que vous êtes le même que cet enfant? Cette question peut paraître bête. Elle pose la question de la continuité du même. Qu'est-ce qui fait que je me sens même, sinon un certain rapport au temps, de continuité ou de permanence? Mais peut-être que déjà, cet exemple-là me montre, comme on dit, il n'y a que les abrutis qui ne changent pas d'avis, peut-être que le fait de changer d'avis ou de se regarder différemment montre deux sujets radicalement différents, ou deux pensées radicalement différentes. Kader Mokadem, que je suis là en train de parler, et Kader Mokadem ivre, en train de se battre dans la rue, pourrait-on dire, sont-ils la même personne? Est-ce que je ne suis pas radicalement différent? Kader Mokadem, tel que je suis aujourd'hui, ivre dans la rue, et Kader Mokadem rêvant la nuit, et rêvant qu'il est, je vais jouer un peu sur les exemples de Locke, rêvant qu'il est Socrate. Est-il Socrate au moment où il rêve qu'il est Socrate, véritablement? Est-il Kader Mokadem, etc. Permanence de la conscience. On passe de la dualité physique du sosie, du jumeau, etc., telle qu'elle était, on en a parlé jusqu'à présent, à une forme d'altération de moi-même, qui est aussi, cette altérité, qui est aussi le fait d'avoir un jumeau. Psychiatriquement, ces cas sont étudiés. D'ailleurs, les séries les aiment bien aussi. Personnalité multiple, les tueurs en série alors encore une fois série d'ailleurs, les tueurs en série à personnalité multiple. C'est pas moi qui l'ai fait, monsieur. Enfin, je joue l'enfant, mais en même temps, c'est vraiment de cet ordre-là, puisque les barres de la conscience, ou pourrait-on dire, il y a à l'intérieur de la conscience des cases qui font qu'on est, dans les personnalités multiples, des identités différentes, ou des identités de conscience différentes. C'est un vrai problème. On pourrait le raccorder plus légèrement et moins dramatiquement à la théorie des rôles telle que l'a décrit Goffman en sociologie et en anthropologie, sur le fait que, selon les endroits où je ne suis pas le même. Mon comportement n'est pas le même. Alors, Locke dit, je vois bien où vous voulez en venir, en me disant mon comportement n'est pas le même. C'est juste que le problème serait un problème de langage et il faudrait que je sois précis dans le langage pour traiter cette question. Locke dit non. Oui, il dit pas non, il dit oui, il y a un problème de langage, traitons-le, mais il y a un problème plus fondamental, c'est qu'est-ce que c'est qu'une existence continuée? C'est d'ailleurs sur la fin du chapitre que je vous citais, la phrase est « Existent continuity makes signification ». L'existence poursuivie ou l'existence continuée fait la signification ou le sens de la vie ou le sens de la subjectivité, plus exactement, tel qu'il déroule dans le paragraphe. Alors, cette idée-là est intéressante. Elle ne pose pas la question en termes de support, substrat, tel qu'on a pu... Enfin, philosophiquement, elle est intéressante. Pour les séries, elle est intéressante aussi. Elle nous raconte quelque chose sur la dualité des séries. Et Locke le dit lui-même dans ce paragraphe, le vrai problème, c'est la prolifération. Alors voilà, on arrive un peu petit à petit, la multiplicité de ces personnalités, et à un moment donné, il faut les bloquer. Et une de ces réponses, enfin une de ces analyses, c'est il faut les bloquer. Alors, je vous ai donné la solution existence continuée, mais il y a une autre réponse. Il faut les bloquer socialement au titre de la responsabilité du sujet. Je reprends mon exemple, Kader Mokadem ivre va planter un coup de couteau dans le ventre de quelqu'un et va le tuer. Kader Mokadem, désenivré, ayant oublié ou même pas oublié cet acte, peut dire qu'il ne lui appartient pas. Le droit, qu'est-ce qu'il va dire? Que j'en suis responsable. Cet exemple
que je déroule au titre de Kader Mokadem, c'est parce que j'ai oublié le nom du personnage, parce que c'est l'exemple que prend Locke à propos du maire de Londres, d'une personnalité londonienne. Il dit, voilà, juridiquement, on a été confronté à cette histoire, pourrait-on dire aujourd'hui personnalité multiple, personnalité altérée, et qu'à un moment donné, au XVIIe siècle, s'invente un droit sur ce problème-là, sur un problème métaphysique, pourrait-on dire, ou sur un problème de conscience, s'invente une règle juridique. Deuxième exemple qu'il prend, c'est les deux Socrates. Donc Socrate éveillé, Socrate endormi. Donc, alors, il décline, hein, c'est assez intéressant parce qu'on est en plein dans la philosophie empiriste, anglo-saxonne, enfin, plutôt pragmatique. Soyons, deux points, dirait Locke, soyons concrets, soyons pragmatiques, prenons des cas de figure et étudions-le. Donc il étudie Socrate endormi, Socrate éveillé, le cas des deux Socrates, etc., etc. Alors c'est assez intéressant parce que ça rejoint des problématiques de la psychologie ou la psychoneurologie contemporaine, ça rejoint des problématiques de la littérature. Moi je vous ai cité William Wilson parce que je trouve le texte plus fin et plus précis qu'un autre texte que j'aurais pu prendre comme exemple, qui est Dr. Jekyll and Mr. Hyde, de ces histoires de personnalité. Mais avec là, on serait retombé sur notre grosse polarité, alors que Locke nous dit, avec la suite de ces exemples, il nous dit « Nous sommes dans une indéfinition et dans une multiplicité possible de subjectivité. » Cette prolifération-là, elle est inquiétante. Il faut la limiter, il faut la délimiter, etc. À l'intérieur des séries, on retrouve aussi ce même principe juridique de responsabilité, de bloquer les personnalités. Alors, il faut, pas bloquer les personnalités, etc. Je vais prendre juste un dernier exemple, puisque le temps est écoulé. Il semblerait, j'écoute la radio un peu comme tout à chacun, et donc je vais faire un petit truc d'actualité. J'écoute la radio ce matin. Gros battage sur France Inter, je change de radio, France Culture, je change de radio, Europe 1. Gros battage sur deux séries. Et je pense que je vais les regarder pour pouvoir vous en parler. La reprise de HPI sur TF1, au potentiel intellectuel. Donc il semblerait qu'il y ait une série qui a été créée effectivement sur des problèmes de psyché, on va dire. Et puis la deuxième série qui me semble intéressante, mais c'est un des thèmes qu'on aurait à aborder. J'entends parler aussi sur les mêmes radios, je ne sais pas pourquoi ils parlent que de la télé et que des séries, comme s'il n'y avait pas autre chose à raconter, la série sur Malik Oussekine, qui m'intéresse parce que c'est comment le fait réel devient fictionnalisé. Avec des discours de légitimation, j'ai vécu cette histoire, je fais partie de la génération qui a vécu cette histoire. J'entends ce qui est dit, je m'aperçois, alors problème peut-être de conscience, que je devais être quelqu'un d'autre, parce que ce qu'il me raconte, ce n'est pas ce que j'ai perçu des événements au moment où j'appartenais à ce contexte-là. Et deuxième chose, j'aperçois, et je vois le retour, on verra ça dans la série, le problème de la singularisation du héros, là, c'est peut-être typiquement européen, hein, devient le problème de l'héroïsation ou du fait d'en faire des icônes. Qui est peut-être que et là on va retrouver des choses, hein. Je poursuivrai sur le double, et on verra qu'il y a un problème de figuration, c'est un mot que j'ai déjà employé, il y a un problème de figuration de l'unité, de l'identité dans la série. Voilà, je vous remercie de votre patience et à la prochaine fois.